Chaque nuit, entre 20h et minuit, Antasia se plonge dans l'univers magique des sorcières. Enchanteur, enchanteresse, bienvenue à bord du Magicobus. Parti pour un voyage au cœur du tarot. Une expédition magique où les arcanes majeurs vous guideront à travers les chemins initiatiques pour explorer votre parcours intérieur. Installez-vous confortablement et faites bon voyage avec Mimi Mireille. Radio Antasia, la radio des enchanteurs. Eh bien, coucou mes très chers enchanteurs, on se retrouve comme chaque deuxième samedi du mois pour le voyage au cœur du tarot. Et je ne suis pas toute seule, comme vous le savez que c'est la coutume. Je suis avec donc Mimi Mireille. Coucou ma petite Mimi. Ah bon, tu es avec elle? Ah bah oui. Ah mince, t'as pas de chance. Tu rigoles ou quoi? En plus, tu vois la carte que l'on va faire aujourd'hui, que tu vas nous faire découvrir aujourd'hui, je crois que c'est l'une des cartes les plus merveilleuses qui soit. C'est vrai, elle fait également partie de mes préférées, celle-ci. Et donc, c'est la carte numéro 17. Et c'est quoi la carte numéro 17? C'est l'étoile. Waouh! Là, je vais pouvoir en mettre des poussières d'étoiles, hein. Moi, je vous le dis, hein. Ça va changer de l'ambiance de la dernière fois, n'est-ce pas? On verra. On verra. On sait pas, hein. On va savoir, hein. C'est vrai. Dans quel état on sera avec cette lame. C'est vrai. Et comme à l'accoutumée, donc tu vas nous décortiquer pour cette première partie quel type d'éléments? Alors, avant de commencer, je vais faire mon petit laïus habituel, hein, en vous expliquant bien que je suis pas tarologue, que le but ici n'est pas de faire des prédictions de tarot, mais de vous renseigner sur les symboles que l'on peut voir sur cette carte. J'ai pas changé, hein, mes recherches, je les ai faites il y a longtemps, je les ai actualisées. Concernant le tarot de Marseille, mais mon maître inconditionnel est toujours Papus. Mais je m'ouvre à d'autres auteurs plus contemporains ou d'anciens, comme tu as pu le constater, Alina. Hein, je parle pas que de Papus non plus. Hein. Oui, et puis des fois on dérive vers le Weight Watchers, donc voilà quoi. Entre autres. Petit message subliminal à Isilionne, hein, bien sûr. Voilà. Isilionne, si tu nous écoutes, Rider White n'est pas loin. C'est ça, Rider White, Weight Watchers. Alors Alina, je vais te laisser la parole là tout de suite parce que je vais te demander qu'est-ce que tu vois sur cette carte. Que du bonheur. Oui, ça c'est une interprétation. Pas ce que tu ressens, mais ce que tu vois avec tes yeux. Ouais, mais tu sais qu'avec moi c'est compliqué parce que depuis la lame 16 maintenant, ah oui. Ce que je vois et ce que je ressens, ça va ensemble, ça fusionne, tu comprends? Ah oui, mais ce que tu ressens, faut le garder pour la 4e partie. Oui, je sais. Et ce que tu vois avec tes yeux, c'est dans la première partie. Autrement, on va pas s'en sortir. Hein. Moi aussi, c'est compliqué. J'essaye de faire taire mon ressenti, tu vois. Ah, c'est vrai, t'arrives à le faire? J'essaye. Ok, bon, je vais être sérieuse, les amis. Donc, que voit-on sur cette carte? Bon, déjà, on voit une merveilleuse femme. Je sais pas comment expliquer. Plein d'étoiles dans le ciel, un ciel blanc, des étoiles de plein de couleurs. Ça rayonne. Il y a des plantes, il y a du sable. Elle verse de l'eau de ses cruches, donc il y a des cruches. Il y a une petite rivière et on a l'impression que c'est une sorte de continuité. Non, quoique c'est pas la continuité avec ses cheveux, mais il y a une relation peut-être avec ses cheveux, puisque les cheveux ont la même couleur que l'eau. Donc cette couleur bleu roi magnifique. Elle est forcément vêtue. Comment on appelle ça? Tu sais, quand on dit qu'on est vêtu, quand on est nu, mais de manière poétique. Elle est habillée comme Ève. Voilà. En tenue d'Ève. En tenue d'Ève, je cherchais. Poussière d'étoile, le deuxième. Voilà. Elle est positionnée, parce que c'est vrai que ça, je le dis pas souvent ça. Elle est pas vraiment assise, elle est semi-assise, avec. Oui, d'ailleurs c'est marrant comme elle est positionnée.
Ouais, c'est marrant comme elle est positionnée. Et puis elle regarde vers le bas à gauche. On sent qu'elle est inspirée par ce qu'elle est en train de faire en fait. On a l'impression qu'il y a un petit oiseau aussi à gauche, non? Ou la petite touffe de la plante aussi. Peut-être. Alors ça, je ne sais pas si c'est la plante ou un oiseau. Voilà. Donc vous pouvez faire la même chose, les amis. Vous pouvez aller voir la carte à quoi elle ressemble. Essayer de faire le même travail. Il y a quand même une manière de faire à l'arrière au niveau du sable. Enfin, moi j'appelle ça du sable, mais Mini appellera peut-être ça autrement. Mais bon. Ouais, oui, j'ai remarqué que t'appelles pas ça forcément du sable, mais pour moi c'est du sable parce que c'est jaune. Et en fait, il y a une sorte de comment on appelle ça? C'est penché, tu sais. C'est penché. C'est très bizarre d'ailleurs. Comme si en fin de compte, à gauche, on allait monter sur une montagne. Je sais pas, c'est trop bizarre. Alors, je vais rajouter quelques petites choses. Alors, oui, comme tu disais, hein, le personnage principal est en tenue d'Ève avec ses cheveux bleus. C'est une femme, hein. On le voit bien, hein, avec ses formes généreuses. Hein. Par contre, elle est dans une position un peu particulière. Si tu regardes bien, elle a un genou à terre et avec le pied en l'air, et l'autre est sur la pointe du pied. Donc son genou gauche est à terre et son pied droit repose uniquement sur les orteils. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu ça, effectivement. Donc, comme tu l'as dit, dans chaque main, elle a deux cruches rouges, d'où un liquide bleu s'échappe. Alors, peut-être le même liquide que le ruisseau. On peut penser que c'est de l'eau, vu la couleur bleue. Par contre, si tu te souviens, la lame 14, ça fait quelque temps de ça, hein, avec la tempérance, hein. Et il y avait aussi une dame, sauf qu'elle était habillée, hein, et pas en tenue d'Ève. Elle avait une cruche bleue, une cruche rouge, où un liquide blanc s'écoulait de sa cruche. Je sais pas si tu t'en souviens. Ah, exact. Ah, ça pourrait donc avoir une sorte de corrélation entre les deux lames, alors. On va voir ça ensemble. Alors, on a aussi ce sol jaune, comme tu disais. Alors, moi, j'appelle cela un sol accidenté. Justement, c'était la question que je me posais quand je t'ai entendu parler de ça pour la lame 16. Oui. Pourquoi c'est accidenté à tes yeux? Parce que le sol n'est pas droit, il n'est pas lisse, ça monte, ça descend. Regarde, il y a des petits trous, il y a des alvéoles, il se passe quelque chose, donc il est accidenté. C'est pas une dalle, tu sais, comme tu as fait pour ta maison, où tu dois mettre une chape, une dalle bien lisse, tu vois. Donc là, c'est un sol tout lisse, quoi. Là, par contre, si tu avais mis une dalle qui ressemble à ce sol-là accidenté, je pense que tu aurais des problèmes dans ta maison. Hein. C'est clair. Moi, je pense au Sahara à chaque fois, donc les plaines du Sahara. Et ensuite, on y voit, oui, une petite touffe de végétation par-ci, par-là, deux derrière elle, une petite derrière elle, deux plus grandes sur l'arrière. Hein. Et comme tu disais justement, est-ce que c'est une grande végétation? Est-ce que c'est un oiseau? On ne sait pas trop. Et puis oui, il y a des étoiles à l'arrière. Alors tu sais, mon côté un peu foufou là, hein, qui prend le dessus. Je me suis amusée à compter le nombre d'étoiles. Donc il y a combien d'étoiles, Alina? Je viens de voir. Il y en a 8. Il y en a 8. Ok. Il y a combien d'étoiles de chaque couleur? Ah, attends. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ah, attends. Il y en a une qui est double, on dirait. Oui. Alors, commence par les simples. En la double, on verra après. Alors, il y a 2 bleus. Oui. Ah, c'est marrant, ça fait une suite. Il y a 2 bleus, 3 rouges et 4 jaunes. Alors, si tu oublies celle qui est double, tu as 2 étoiles rouges, 2 étoiles bleues,
3 étoiles jaunes et une étoile qui est rouge et jaune. Oui, c'est vrai, oui. Ensuite, j'ai poussé un peu plus loin. Hein. Mhm. Les 2 étoiles du haut ont chacune combien de branches? Punaise, Mimi, tu vas loin. Donc, les étoiles du haut ont chacune 7 branches. Je vais t'aider. Oui, oui, tout à fait. Les 2 étoiles bleues et les 2 étoiles rouges et l'étoile jaune du bas ont chacune 8 branches. Ah ouais. L'étoile rouge est jaune, l'étoile rouge a 8 branches et l'étoile jaune aussi 8 branches. L'étoile qui est double. Hein. Mhm. Le 8, c'est énormément là. Hein. Oh oui, le 8 est là, le 2, le 3 est là. Et au total, on a 8 étoiles et 78 branches. Le nombre de lames du tarot, c'est combien, les majeurs et les mineurs? 78. Voilà. Waouh. Tu crois que c'est voulu? Je pense. Tu crois que je vais faire 78 fois poussière d'étoiles? Non, peut-être pas, parce que là, on n'a pas fini. Hein. C'est clair. Et les couleurs présentes sur la lame, alors je pense que ça, tu as remarqué combien il y en a. Alors, 1, 2, 3, 4, il y en a 5? 6. Oui, 6, bravo. Mais on pourrait... Quelle est la couleur dominante selon toi? Il y a aussi un petit peu de noir avec le petit oiseau dans le fond. Non? Alors moi, je le vois de la même couleur que les plantes. C'est pour ça que je sais pas si c'est un oiseau ou une extension de la plante. Ouais. Et t'as dit quoi là? C'était quoi la question? Quelle est la couleur dominante? Ah oui, c'est vrai. Elle me fait de l'effet cette lame, je vous le dis. Je reste bloquée sur le petit oiseau là depuis tout à l'heure. Bref. Comme disait Pépin. Et oui, Pépin le bref. Isilionne sort de ce corps. Oui. Ah oui, quelle est la couleur dominante? Moi, je dirais le blanc quand même. Hein. Oui. Alors, je suis de ton avis. Le blanc, pour moi, est la couleur dominante. La deuxième? La deuxième couleur, je dirais le jaune. Bravo! Punaise, Mimi! On est sur la même longueur d'onde. Oh mon Dieu! La troisième? Allez, soyons fous, continuons. Ah non, pour moi, c'est la bleue. Pas chez moi. Ouais, en fait, je l'ai mis à ex-aequo avec la couleur chair parce que le personnage est quand même grand, alors que le bleu, c'est des petites touches éparpillées, tu vois. Ouais. C'est vrai que moi, j'oublie souvent la couleur chair aussi dans... Ouais. T'as remarqué, hein? Mais c'est déjà Et pas mal. les 2 dernières, elles sont à ex-aequo à peu près pour moi, même si une des 2 est un peu plus présente. Il reste quoi? Bah, il reste la rouge et la bleue et la rouge. Non, la rouge et la verte, vu que Ah bah oui. je t'avais dit que la chair et le bleu, ça se vaut à peu près en quantité, tu vois. Donc tu m'as dit la rouge et la verte. Ouais, pour les 2 dernières. Ah, la verte c'est la dernière. Hein. Ouais. Donc tu as blanc, jaune, couleur chair et bleu qui sont, on va dire, à ex-aequo, et rouge et vert. Waouh. Alors maintenant qu'on a trouvé tout ça, on va analyser toutes ces couleurs. Ça promet du bouillon. On va essayer. Oui, on fait de la ASMR. Alors le blanc, on va commencer par le blanc, vu que c'est la couleur dominante. Mm-hmm. Le blanc, c'est la couleur de la grâce. Quand tu vois cette dame, on voit bien que la grâce est incarnée en elle. Elle est quand même gracieuse, notre amie. Mais c'est aussi la couleur de la transfiguration. Transfiguration, révélation. C'est vraiment la pureté, tu vois, l'esprit divin qui est là, la lumière par excellence. C'est le symbole de l'initiation, du passage d'un état à un autre, d'un autre cycle. Donc, quelque part, on peut dire qu'avec ce blanc qui est vraiment dominant, on a quelque chose de nouveau, quelque chose de pur qui est là
Et en plus, on peut dire que c'est orienté vers le futur, le blanc, vraiment parce que c'est son lien avec le futur. Hein. Donc, on peut dire que ça promet quelque chose, un début de cycle, un renouveau, une initiation, quelque chose de beau qui va se passer, tu vois, de pur. Ensuite, on va continuer donc avec cette fameuse couleur chair. Donc la couleur chair, tu sais, c'est la couleur qui représente notre peau. Hein. Donc on peut pas dire que c'est l'incarnation, c'est la condition humaine. Donc on voit bien que notre dame est vraiment dans la matière. C'est le présent avec elle. C'est une couleur. C'est ni positif ni négatif parce que c'est vraiment l'incarnation, c'est la condition humaine, tu vois. C'est vraiment en lien avec cet état-là. Hein. Par contre, on peut dire qu'il y a un lien aussi avec le psychisme de l'humain. Hein. Et où tout est mêlé, tu vois, le ciel, l'enfer, la violence, la paix, c'est vraiment quelque chose qui est en lien vraiment avec l'incarnation. Et on est dans l'humanité et dans le monde du présent. Donc tu vois, on a déjà le présent et on a le futur rien qu'avec 2 couleurs dans cette lame, tu vois. C'est vachement intéressant la manière dont tu perçois le symbolisme des couleurs. Passé, présent, c'est vachement bien. Bah merci. Et maintenant, on va continuer avec le bleu. Mm-hmm. Le bleu. Donc le bleu, tu sais, c'est la couleur de la nuit. Pourtant, elle rayonne cette carte. Hein. Elle est lumineuse. Je sais pas ce que tu en penses. Hein. Elle transcende de lumière. Oui. Et pourtant, le bleu, c'est en lien avec la nuit, mais c'est aussi l'âme. On rejoint à nouveau le côté psychique, tu vois, ou le divin. C'est la féminité par excellence aussi. Et on se rend compte que notre dame, elle est bien féminine hein, dans son apparence. Hein. Le bleu, c'est aussi la couleur du secret. On sait pas hein, ce qu'elle va nous révéler, hein, cette dame. Hein. Le secret est omniprésent. Hein. C'est aussi en lien avec le sentiment, la spiritualité. Mais on a aussi, avec le bleu, ça renvoie au ciel, mais aussi à l'eau. Et le fluide, les choses qui circulent harmonieusement. Et là, on le voit avec ces cruches que il y a un liquide... autant au sol, mais un autre liquide qui sort de ces cruches, qui est tout en rondeur, tout en harmonie, et que ça circule, hein, tu vois. Tu sais ce que je ressens là en t'écoutant ? C'est un truc de fou. Non, je suis pas dans ta tête. En fait, quand t'as dit que le bleu représentait aussi le secret, eh bien, c'est comme si elle faisait véhiculer le secret. Elle le fait circuler pour que tout le monde puisse connaître le secret pour atteindre l'étoile. Peut-être, va savoir, hein. C'est magnifique. Mmh. J'adore. Contente que tu apprécies, hein. Mais je kiffe, grave. Je constate. Alors, on va passer au rouge, hein. Alors, tu sais, la couleur, le rouge, c'est le domaine matériel. Avec le vert, hein, ces 2 couleurs-là, tu vas voir, il y a quand même un lien entre les deux. Hein. Donc là, on est dans le monde du matériel. C'est la couleur de l'énergie, de la puissance, de l'amour aussi, de la passion. Il se passe quelque chose, hein, on n'est pas en paix avec ce rouge. Et tu vois, ces petites touches, 2 touches en bas et les 3 touches en haut de rouge, ce rouge, il attire l'œil, il est vraiment présent. Et cela nous montre vraiment quelque chose de puissant et que la vie est bien là dans cette lame malgré tout, tu vois. C'est pas que tranquillité.
il y a quelque chose qui se passe, et on peut dire que il peut y avoir aussi un impact au niveau physiologique avec ce rouge, hein. Et pour contrebalancer le bleu, avant où je te disais que c'était en lien avec la féminité, là, avec le rouge, il y a un lien avec le masculin, avec l'action, avec l'énergie, avec l'esprit, la vie, quoi, de manière générale, hein. Et voire même peut-être, mais là, c'est pas trop présent dans cette lame-là, mais le rouge peut être aussi en lien avec la sexualité, hein, comme tu le sais. Oui, et là, je perçois même encore autre chose. Je perçois donc le bleu roi de Jupiter, le rouge de Mars, le jaune du Soleil et le blanc de la Lune. Ah bah tu vois, on peut aller très loin avec l'interprétation des couleurs, hein. Ouais. Et d'une simple lame où il y a toujours les mêmes couleurs présentes dans le tarot de Marseille, hein. Ouais, totalement. Non, sauf ce que j'arrête pas de rabâcher, le contraste de quantité, comme ils sont placés, induit autre chose dans l'interprétation, tu vois. Tout à fait. Et là, on va parler du vert maintenant. Donc ce vert très foncé. Alors tu sais, hein, pour obtenir du vert, il faut du bleu et du jaune. Mais plus tu vas mettre du jaune, plus le vert sera clair. Plus tu vas mettre du bleu, plus le vert sera sombre. Donc là, on est vraiment en présence d'un vert sombre, un vert foncé. Tu sais, le même vert que le sapin de Noël, par exemple, hein, ou de Yule. Donc on se rend compte que ce vert-là, c'est vraiment le vert du renouveau, le vert de l'espoir. Et c'est l'élémentaire, hein, par excellence. C'est la couleur de la nature, du printemps, du règne végétal, de la renaissance, de la vie. Et là, on perçoit le cycle éternel de la nature, la fertilité aussi, et même par extension, quelque part, ce vert comme je te disais, du sapin de Yule, qui est en lien avec l'immortalité, l'éternel recommencement, tu vois, là. Et puis, on peut dire qu'il y a un fort pouvoir de création. En 3 mots, c'est la vie, le vert, hein. Voilà, c'est tout à fait ça, c'est la vie, poussière d'étoiles. C'est le retour vers la lumière. Voilà. Et j'en ai fini avec la première partie et l'interprétation des couleurs. Eh bien, ma petite Mimi, c'était magnifique. Franchement, déjà cette première partie, ça donne envie de continuer pour la suite. Eh ben, contente que tu as apprécié. J'espère que ce sera pareil pour les enchanteurs. D'ailleurs, en parlant d'enchanteurs, hein, ils sont très certainement sur le chat. On leur fait plein de gros bisous. Bisous les enchanteurs, et n'hésitez pas d'interagir avec nous sur le chat et dire ce que vous en pensez ou ce que vous avez vu dans votre lame. Tout à fait, ma petite Mimi chérie. Alors, on va se laisser pour quelques minutes, hein, pour une petite pause musicale, et on se retrouve juste après. Avec grand plaisir, Alina. Chaque nuit, entre 20h et minuit, Antasia se plonge dans l'univers magique des sorcières. Radio Antasia, la radio des enchanteurs. Eh bien, on se retrouve donc pour la deuxième partie de cette merveilleuse émission autour de la lame numéro 17. Une lame magique qui transcende, hein, au niveau de l'étoile. Tu es toujours avec nous, ma petite Mimi ? Non, je suis partie. Oh, punaise, mais flûte ! Mais elle est partie où ? Tu es partie dans ta bibliothèque, hein ? Ah bah oui, hein. Je suis allée surveiller qu'on nous la mette plus en désordre. On sait jamais si un lutin farceur passe par là. Ouais, c'est lutin, hein. Franchement, tout un programme. Oui. Alors, pour cette deuxième partie d'émission, eh bien, Mimi, tu vas donc nous orienter au niveau de la thématique des chiffres et des lettres. Non, je rigole. Allez. Non, des nombres. Des nombres. Je voulais faire cette blague depuis le début, mais je me suis dit, à quel moment je vais faire cette blague ? Eh ben non. C'était maintenant. Eh ben voilà. C'est pas des chiffres et des lettres, c'est des chiffres et des nombres. Donc on t'écoute. Exactement. Et donc,
Et donc, on va commencer dans l'ordre. Hein. Donc, j'ai relevé le chiffre 1. Je pense que c'est pas étonnant pour toi. Hein. Mais pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a une fois sur la lame? Attends, il faut que j'y retourne. Ah, ça y est, la voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a en 1? Punaise, bah il y a une grosse étoile. Non, les étoiles, on va les prendre toutes dans son ensemble. On a compté qu'il y en a plus des étoiles. Ah oui, c'est la seule qui a une double étoile. Oui, d'accord, si tu veux, je te l'accorde. Mais quelque chose de plus flagrant, qu'il n'y a qu'une fois sur la lame. Bah dans le chiffre 17, il y a le chiffre 1. Non, dans le dessin. Alors là, tu me poses une... Bah il y a un seul personnage. Ben voilà, le personnage principal qui est une femme, et ben il est là qu'une fois, il y a qu'une femme. Vous avez vu les amis, hein, je commence à devenir douée. Donc le 1, Oui. on va parler un peu du 1, c'est le début, hein, c'est le commencement, c'est l'unité, ça implique aussi l'immobilité. Tu vois, dans sa position, Notre-Dame, elle peut pas aller loin. Elle est sur place, hein. On peut dire qu'elle est immobile, hein. C'est le commencement, donc avec le fait qu'elle verse son eau, c'est le commencement peut-être d'autre chose, tu vois. Mais on peut dire qu'on est au stade initial dans la matière. C'est le départ, tu vois. C'est l'origine de quelque chose, hein. Et elle communique un secret. Gardez ça en mémoire, elle communique un secret, moi je vous le dis. Avec le 1, on a aussi, tu sais, si tu fais le lien avec la gématrie, si tu te souviens, la première lettre de l'alphabet hébreu, c'est l'Aleph. Et l'Aleph, ça correspond à quoi? Dans la lame du tarot, quelle est la première lame du tarot? Le battleur. Ben voilà, ton cher ami le battleur. Et avec le battleur, ben tu as un lien avec le divin et le commencement. Donc on est vraiment au début des choses, dans différentes choses. Et si tu vas voir nos amis francs-maçons, ben le 1, c'est l'œil au centre du delta lumineux, c'est autrement dit l'œil de la conscience, l'œil qui voit tout. Donc on a vraiment avec ce 1 quelque chose d'unique qui est bien présent dans cette lame aussi, hein. Oui. Alors ensuite, on a 2 objets, je vais pas te les faire deviner tous. Le 2, ben c'est en lien avec les 2 cruches qui sont présentes, hein. En numérologie, le 2, ça peut-être te parle aussi un peu, comme t'aimes bien la numérologie, c'est le chiffre féminin par excellence, hein. C'est celui de la mer, c'est le symbole de la division, de la multiplication, et quelque chose d'emblématique dans la synthèse pour aller vers l'équilibre en fin de compte, tu vois. Et comme pour la couleur chair, ben c'est un peu un opposé parce que 2, c'est à la fois positif et négatif. C'est pas ni bien ni mal comme ce qu'on avait vu avant avec le chair, mais c'est plus positif ou négatif selon le cas, parce que tu as l'union, l'équilibre, tu vois, dans un sens, mais tu peux aussi avoir la rivalité, le combat, tu vois, où là c'est pas forcément toujours entre guillemets gentil, tu vois, parce que si tu fais référence aux 2 frères qui se sont combattus dans la Bible, tu vois, enfin l'Ancien Testament, si je pensais à Caïn et Abel, tu vois, il y en a quand même un des 2 qui est mort, donc c'est la lutte on va dire éternelle entre le bien et le mal, tu vois. Donc t'as quand même cette avec ce chiffre 2, t'as quelque chose qui peut exprimer quelque chose de tout et son contraire, on va dire. Ensuite, je suis passée au chiffre 7, donc tu sais, l'étoile a 7 branches, hein. Avec le 7, on se rapproche de Dieu.
lui-même, ou alors on s'élève vers Dieu, tu vois. C'est en lien avec tu vois, les anges, à force de s'élever, ils vont toujours plus haut, dans des dimensions supérieures, hein, et c'est vraiment l'attachement vers le haut. Il y a dans le 7, tu vois, tu as une ligne, une qui est verticale et une, on peut dire, qui va vers le haut ou vers le bas. Donc tu as quand même, malgré que tu as cette ascension vers le haut, tu as quand même, avec la barre du 7, tu vois, celle qui est en biais, un lien avec le monde du bas, tu vois. Et quelque part, on peut dire que le 7, c'est quelque part une croix renversée, une épreuve, un carrefour, hein. Et il y a quelque chose qui a réussi pour, malgré ces épreuves, pour continuer à monter, tu vois. Je sais pas si j'ai été très claire ou un peu brouillon dans mon explication. J'ai rien compris. C'est l'impression que j'ai eue, hein. Et tu me connais bien, hein. D'où ma question. Alors, je vais essayer de te réexpliquer autrement. Dans l'absolu, le 7, c'est quelque chose qui te permet de t'élever, d'aller vers le haut, d'aller vers le divin. Je vais pas prendre Dieu parce que Dieu c'est trop connoté catho, on va dire vers le divin, vers l'unité supérieure. Jusque là, tu me comprends, tu me suis. Oui. Ensuite, tu as les anges qui, eux, s'élèvent, ils veulent toujours aller plus haut, vers la dimension supérieure, vers le divin, et ils veulent quitter cette condition terrestre. Même s'ils y retournent de temps en temps, mais leur but, c'est quand même d'aller dans une dimension supérieure. Est-ce que là, ça va? Ah bah oui, hein, ça va très bien. Oui. Et si tu regardes maintenant comment est construit un 7, comment tu le dessines si tu préfères, quand tu le mets sur ta page, quand tu l'écris toi-même, d'accord? Oui. Tu vois qu'il y a une barre horizontale, elle a une attache vers le haut, cette barre, mais tu vois aussi une ligne qui va vers le bas. Donc le 7, il est quelque part en lien avec les deux mondes. Il veut aller vers le haut, mais il a encore un lien vers le bas. Je perçois. Tu perçois, c'est un peu plus simple, plus compréhensive, mon explication. Oui, mais bon, en fait, tout à l'heure, j'étais perturbée parce que j'arrête pas de regarder le petit oiseau à gauche. Ah, encore lui, mais oui. Enlève l'image. Je veux pas, il est là, ça y est. Moi, je sais pas si c'est un oiseau, donc... C'est un petit oiseau. Bref. Et le 7, qui n'a rien à voir avec ton oiseau, on peut dire que c'est une sorte de croix renversée. Donc, si c'est une croix, quelque part, c'est une épreuve ou c'est un carrefour. Donc, il va se passer quelque chose dans ta vie. Il faudra peut-être faire un choix ou te sortir de l'épreuve, tu vois. Et il y a des choses à réussir à faire pour continuer à monter. Donc, c'est peut-être ça le secret. Voilà, continuer à évoluer, si tu préfères un autre mot que monter. Oui, nous ça va très bien aussi monter. Est-ce que c'est plus compréhensible ce que je t'ai raconté sur le 7? Totalement. En fait, il aurait fallu, je pense... Bon, après, je suis perturbée par le petit oiseau, mais... Il aurait peut-être fallu avoir le chiffre 7 en face de mes yeux pour comprendre ce que tu nous expliques. Parce que moi, je suis très visuelle aussi, hein, donc... pour info, voilà. Ouais. En fait, au lieu de regarder le petit oiseau, tu aurais dû regarder l'étoile à 7 branches. Oui, c'est ça. Voilà. Tout à fait, c'est ça. Donc les amis, faites la même chose. Voilà. Regardez le chiffre 7, l'étoile à 7 branches. Mais maintenant, je vais te parler d'un chiffre qui va plus te parler. Voilà. Je vais te parler du nombre d'étoiles, et il y en a 8. Oui, les 8.
Oui. Alors le 8, comme tu le sais, il y a un lien avec, tu sais, ce fameux symbole de l'infini, ce 8 couché. Mais c'est aussi l'équilibre avec ces deux cercles en haut et tu vois, pour former le 8. Hein. Avec le 8, on a vraiment l'impression de voir un reflet d'un autre cercle, tu vois, ces deux cercles. Hein. On peut aussi... comme avec le 7, mais d'une autre manière, on peut dire que le cercle du haut est en lien avec le ciel et que le cercle du bas est en lien avec la terre, tu vois. Et ce chiffre est présent dans plusieurs religions, croyances, mythologies et j'en passe. Tu le retrouves dans la rose des vents, dans le nombre de pétales d'une fleur de lotus, celle de Bouddha, hein, entre autres. Tu le retrouves aussi chez les Incas, les ancêtres primordiaux dans leur dynastie, dans la Bible aussi. Hein. Petit rappel, hein, la création a duré 6 jours. Le 7e jour, c'était celui de l'homme, et le 8e, c'est celui de Jésus-Christ. Tu vois, les anges, ils portent un trône céleste et ils sont 8. Donc tu vois, ce 8 est présent dans toutes les cultures. Hein. On peut vraiment dire que ce 8 est omniprésent. Et si tu fais un carré, tu peux dessiner dans ce carré un octogone. Alors là, tu vas être dans la totale symbolique parce que ça va être la rencontre entre le ciel et la terre. Hein. Et l'octogone, octo, c'est 8. Hein. Donc, tu vois, ce 8 est vraiment très marqué. Est-ce que tu voulais dire quelque chose de plus, comme je sais que tu aimes le 8 ? Écoute, en fait, j'ai lu il y a quelque temps en arrière de ça, j'ai trouvé ça assez fou que tu me parles du bélier, d'ailleurs, dans cette lame. Parce qu'on associe souvent le 8 au bélier sous testostérone, en fait. Il brise les obstacles, il y va à fond, quoi. Tu vois, c'est vraiment un bélier surdimensionné, surpuissant. Et on l'associe, en fin de compte, à l'énergie du 8. Donc c'est ça qui est aussi fou. Le 8, de toute façon, le bélier, pardon, lui, il agit et après il réfléchit. Hein. C'est vraiment l'action à l'état pur, hein, le bélier. Hein. Donc, en fait, c'est le mot, c'est l'action, en fait, le 8. Ouais. Ok. Alors, on va passer maintenant au 17. Donc, le numéro de la lame. Hein. Il est composé du 1 et du 7. Alors là, je t'apprends rien, mais il est aussi important d'aller voir l'énergie de ces deux chiffres. Hein. Et on en a parlé, hein, du 1 et du 7 en amont. Hein. Et si on revient au 17, le 17, à ce qui paraît, c'est un nombre de bon augure. Donc on a de la chance, hein, car il est en lien avec le renouveau. Ah tiens, bizarrement, on reparle de renouveau. Les personnes qui croient aux anges, alors je sais qu'il y en a quelques-unes hein, sur Radio Antasia, cela veut dire que nos anges veulent nous dire... qu'on est sur la bonne voie, sur notre bon chemin de vie. Ils nous soutiennent et nous encouragent dans ce qu'on est en train de faire. Hein. Quand le chiffre 17, tu sais, quand tu regardes les synchronicités, tu vois. Donc s'il se présente à toi, c'est un message de tes anges, tu vois. Ah oui, j'adore. Hein. Et le 17, il nous rappelle aussi également qu'il faut écouter notre intuition. De toute façon, ça c'est indispensable de l'écouter, notre intuition, et d'avoir confiance en notre propre sagesse intérieure. Ah, c'est trop beau, hein. Franchement, c'est trop beau. Hein. De toute façon, tout est beau dans cette lame. On va dire que oui. Non, parce qu'en même temps, je suis en train je la regarde. Oh, petit oiseau, t'es trop mignon. Et je suis allée voir un petit peu le 17, hein, parce que c'est vrai que c'est pas forcément un chiffre que je connais beaucoup. Et pourtant, le chiffre 17, punaise, mais il y a tellement de belles choses hein, dans le chiffre 17. Hein. Oh là là, en symbolisme et tout. Hein. Oh, et oui. Lumière divine. Qui nous guide vers un but hyper élevé, illumination, spiritualité, exploration de l'inconnu, sagesse. C'est beau, hein ? Oui.
C'est vrai. Et là, je vais encore te parler d'un autre chiffre. Étonnamment, je vais pas m'arrêter au 17. Je vais parler du 78. Donc, on a vu ensemble que c'est le nombre de branches des 8 étoiles. Hein. Donc, comme je te disais avant, il y a un lien, évidemment, il faut le décortiquer avec le 7 et le 8. Mais je vais pas reparler du 7 et du 8. Hein. On l'a vu avant. Hein. Par contre, je vais m'attarder un petit peu plus sur le 78. Et ça, c'est pas forcément non plus un chiffre qu'on va regarder régulièrement comme le 17. Hein. Je sais pas si tu étais déjà allé voir en numérologie ce que ça représente. Le chiffre 17 hein? Non, 78. Ah non, j'ai encore pas Non. été. Je suis restée bloquée sur le 17. Alors, Et ben le 78, en fait, il nous révèle ce message, le 78, qu'on a appris à équilibrer notre vie entre notre pratique spirituelle et le monde matériel et physique dans lequel on vit. C'est fort et puissant hein, comme message. Je sais pas ce que t'en penses, parce que réussir l'harmonie entre notre pratique spirituelle et le matériel physique du quotidien, je pense qu'il faut quand même toute une vie hein, pour y arriver. Je sais pas ce que t'en penses. Hein. si on y arrive, parce que c'est quand même... Si on y arrive, évidemment. Hein. Et en plus de ça, il nous invite à utiliser toutes nos richesses à bon escient, heureusement, hein, mais aussi à être reconnaissant pour tout ce qu'on a. C'est vraiment important d'être reconnaissant, d'avoir pu réussir à connaître toutes ces richesses qui nous ont amenés à cet équilibre, tu vois. Bien merveilleux, ma petite Mimi. Hein. Franchement, waouh, que de symbolisme fort autour de tous ces chiffres. Hein. Et je trouve que c'était important, notamment le 17 et le 78, parce que c'est en numérologie, on va pas forcément spontanément aller les trouver, tu vois. On va aller voir le 1, le 2, le 3, le 8, certains, on va dire, chiffres qui nous parlent, qui nous happent, en lien peut-être avec notre jour de naissance, tu vois, mais on va peut-être pas monter forcément, à part si on est né un 17, tu vois, mais autrement, on va peut-être pas forcément aller jusqu'au 78, tu vois. On est rarement né un 78, hein. Aussi. Non, mais bon, peut-être que certains enchanteurs sont nés en 1978, va savoir. Ah, mais oui, bien Mimi, j'avais pas pensé. Donc l'année 78 pourrait refléter une merveilleuse année d'abondance et de spiritualité alors. Un équilibre surtout. Un équilibre entre le spirituel et le matériel. D'accord. C'est une belle analyse, je trouve, là. Là, ce serait peut-être à creuser parce que je me suis pas penchée sur l'année 78. Peut-être que Robert pourra nous en parler. Il s'en souvient peut-être de cette année-là. Ouais, j'étais pas encore née, moi. Mais ouais. Moi, oui, j'étais déjà née depuis quelque temps, mais j'étais encore toute jeunette. Oui. Bah écoutez les amis, on se laisse pour une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes, Mimi. Avec grand plaisir, Alina. Hein. À tout de suite. À tout de suite. Chaque nuit, entre 20h et minuit, Antasia se plonge dans l'univers magique des sorcières. La radio des enchanteurs. Eh bien, on se retrouve, mes très chers enchanteurs, pour la 3e partie de cette lame merveilleuse et magique. Recoucou ma petite Mimi chérie. Recoucou Alina. Alors, jolie musique d'ambiance bien sûr, parce que forcément, quand on pense à l'étoile, eh bien on pense aussi quand on prie la bonne étoile. C'est une chanson que Steph Donat aime énormément et j'ai une grande pensée pour lui également. Ah bah, coucou Steph, si tu nous écoutes. Plein de gros poutou-poutou à Steph. Je me joins à toi pour les poutou-poutou pour Steph. Et oui. Alors, donc dis-nous tout. Qu'est-ce qui nous attend pour cette 3e partie, ma très chère Mimi? Alors là, on va voir la symbolique de quelques mots et puis on va embrayer sur l'hébreu, tu sais, avec tout ce que ça sous-entend, cette partie hébraïque. Alors, on va commencer avec l'étoile. Comme par hasard, hein. Pourquoi l'étoile?
Oh, mais c'est bizarre, ça, l'étoile. Oui, pourquoi l'étoile? C'est bizarre, hein. Donc les étoiles, comme tu le sais, elles ont des petits noms qui varient. On a par exemple Orion, la Grande Ourse, les Pléiades, Véga, sans oublier les étoiles filantes. Je pense que là, je t'apprends rien. Et puis le mois où l'on peut voir le plus d'étoiles chez nous, c'est le fameux mois d'août. Alors, je sais pas si chez toi c'est pareil, mais chez nous, dans beaucoup de villages, on organise des nuits aux étoiles, justement pour essayer de voir le plus d'étoiles filantes possible. Ah oui, j'en ai entendu parler de la nuit aux étoiles, ça se passe en été, effectivement. Ouais, c'est généralement au mois d'août par chez moi. Et les villages, ils aiment bien, ça fait un côté festif. Et puis on regarde les étoiles, là. Alors, tu sais, moi j'aime bien, quand je peux, m'allonger sur un transat, je sais pas toi, ou dans l'herbe, une couverture, s'il fait un peu frais, un plaid, tu vois, et regarder le ciel. Pour moi, c'est le paradis, ça. Moi aussi, j'adore regarder les étoiles, la lune. Après, moi, j'ai beaucoup fait de camping quand j'étais petite, et forcément, dormir à la belle étoile, tout ça, j'adorais ça quand j'étais enfant. Donc, c'est des beaux souvenirs. Pour moi, c'est le summum. Je m'allonge et je regarde le ciel, tu vois. Et t'entends le bruit des petits animaux et tout autour de toi, c'est beau. Alors, il existe d'autres étoiles célèbres, pas forcément dans le ciel. Alors, je sais pas si tu as déjà entendu parler de l'étoile flamboyante de la maçonnerie. Tu as aussi l'étoile de David, l'étoile de Bethléem, l'étoile de Cyrus, l'étoile polaire pour son symbole universel. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui se raccrochent à l'étoile. Tu as la déesse romaine Maia, M-A-I, tu sais, 2 points sur le I-A, qui est la mère de Mercure, et se retrouva transformée en étoile comme ses sœurs. Et c'est elle qui formait la constellation des Pléiades. Je sais pas si tu le savais. Je pense que oui. Non, alors ça non. Alors je connais l'étoile de Sirius grâce à Sirius Black, bien sûr, d'Harry Potter. Mais non, je connaissais pas, ça me dit rien. Donc pour les Pléiades, maintenant tu sais, si un jour tu les vois dans le ciel, tu penseras à la maman de Mercure et ses sœurs. Après, tu parlais de Cyrus justement, toujours chez nos amis romains. L'étoile de Cyrus a une influence maléfique. En fait, elle est appelée aussi canicule. Et canicule, ça veut dire petite chienne. Et en fait, on lui a donné ce nom-là parce que elle est là, elle se lève et elle se couche. Avec le soleil, mais elle est là, bien présente dans la période la plus chaude, généralement du 22 juillet au 22 août, tu vois. D'où son nom de canicule, petite chienne, tu vois, qui a donné nos canicules à nous quand on parle de chaleur excessive, tu vois. Ah ouais, mais en fait, c'est pas bête parce que quand tu penses à canicule, tu penses à canin aussi. En étymologie. Et tous les ans, les Romains, à l'époque, avec cette histoire de l'étoile de Cyrus là, ils sacrifiaient un chien roux. Ça c'est un peu plus triste, tu vois, pour combattre ce phénomène là de l'influence magnifique de l'étoile de Cyrus. Donc c'est pas pour rien que l'auteur de Harry Potter a mis comme personnage qui se transforme en animal un chien, quoi, pour Sirius. Voilà. Comme pensez un peu plus maintenant. Tout est lié, les amis. Tout est lié. Tout est symbole. C'est un truc de fou. Et je vais encore faire un petit parallèle parce que c'est complètement l'opposé de chez nous. En Chine, l'étoile filante serait de mauvais augure. Ils prennent cela comme un avertissement du maître suprême, tu vois, leur divin à eux, qui les met en garde, tu vois, en fin de compte. Ça, à mon avis, ça doit être en rapport avec un cataclysme qui a dû avoir lieu il y a fort longtemps, juste avant qu'une étoile filante arrive, quoi. Non? Alors, peut-être, je ne connais pas assez l'histoire de la Chine pour t'en parler. Ouais, mais c'est fort possible, peut-être que quelqu'un sur le chat a la réponse. Ou même s'il n'est pas sur le chat, qui peut nous envoyer un mail pour nous le dire.
Et maintenant, on va passer au symbolisme de la femme, parce que la femme, elle est quand même très présente sur cette lame. Hein. On va remonter à l'Antiquité. Hein. Les hommes, les grands dieux sont généralement associés au soleil, l'astre du jour par excellence, alors que la femme est associée à la lune, à la reine de la nuit. Il y a quelques exceptions quand même, mais c'est rare. Hein. De manière globale, générale, c'est comme ça. Hein. Elle symbolise la fécondité, le pouvoir souvent redoutable, les relations privilégiées avec la magie, le monde invisible, ça c'est nouveau, c'est rien de nouveau. Hein. Et on a quelques magiciennes célèbres, telles que Circé, les Cybèles ou les prophétesses, hein, qui remontent à l'Antiquité. Donc je vous ai retrouvé des représentations de certaines magiciennes. Hein. Donc je vous ai mis une représentation de Circé, de Sibylle, hein, donc dans le plan. Vous pourrez aller voir leur histoire, hein, que je vais pas vous détailler là parce que ça prendrait trop de temps. Par contre, ce qu'on allait passer à l'eau, maintenant, on peut représenter l'eau dans 3 thèmes au niveau symbolique. On peut dire que l'eau, c'est la source de vie, c'est le moyen de purification et c'est aussi le centre de régénérescence. Autrement dit, l'eau, c'est aussi un symbole des énergies inconstantes, des puissances informes de l'âme, des motivations secrètes et inconnues. L'eau est un symbole de purification rituelle, notamment dans l'islam, mais aussi au Japon, en passant par les chrétiens. Les chrétiens, on le sait, hein, avec le baptême purificateur qui nous enlève le péché, tu vois. C'est le symbole de l'eau est vraiment fort et puissant. Maintenant, on va passer à l'oiseau. Comme tu m'as tellement demandé de choses sur cet oiseau que tu vois sur cette lame que j'ai vue sans voir. Hein. On va voir si nos amis sur le chat ont également vu l'oiseau. Mais par contre, l'oiseau, je peux te dire, Alina, qu'il a un fort lien avec le ciel et la terre, mais sans être totalement du ciel ou totalement de la terre. On peut dire que c'est en fin de compte un intermédiaire entre les deux mondes. L'oiseau est un symbole de l'immortalité des âmes dans beaucoup de mythologies. Hein. Et pour Héloïse Mozzani, l'oiseau emporte l'âme vers les cieux, mais c'est aussi lui qui l'amène sur la terre. Donc on peut parler que c'est également dans ce cas-là qu'il a vraiment une forte importance, l'oiseau, parce qu'il nous touche l'âme, et on a vu avec les couleurs avant, au début, dans la symbolique des couleurs, qu'il y avait aussi un lien avec l'âme qui était présent dans cette lame. Je pense que tu t'en souviens, Alina. Oui, tout à fait. Puis en plus, je suis super heureuse et émue que tu parles justement de l'oiseau, parce que forcément, il a attiré mon œil depuis le départ, presque. Hein. Et l'oiseau aussi, je pense que ça va te parler un peu plus. Avec son chant, il symbolise également la communication. On peut dire aussi qu'il se rattache au don de la parole, par extension. Et tu sais qu'il y a certains oiseaux qui savent très bien imiter les sons, les hommes, même parler avec nous. Pas que le perroquet, il y a la ménate. On peut même, à ce qui paraît, si on arrive à apprivoiser un corbeau, on peut aussi lui apprendre à parler. Ça prend du temps, il y a une façon de faire, c'est pas évident, mais c'est possible avec certains oiseaux. Puis il faut aussi qu'il le veuille, hein, l'oiseau. Hein. Et en fin de compte, on peut dire que l'oiseau, c'est aussi un fort symbole de puissance et de vie. Je pense que tu as apprécié mon petit retour sur l'oiseau. Je confirme.
Je confirme, T'as j'adore. peut-être quelque chose à ajouter? Alors, quand je pense à l'oiseau, moi je pense à l'oiseau bleu, bien sûr, le conte de l'oiseau bleu notamment. L'oiseau et l'enfant, tu sais, la chanson, j'adore. Oui, Marie-Myriam. Ouais. Enfin, il y a tellement de belles choses autour des oiseaux. Forcément, dès qu'on entend des petits oiseaux, on est heureux, quoi. On est heureux, la vie est là, elle est présente et c'est juste magnifique. Alors, si on a l'oiseau comme animal totem, ce serait bien d'aller creuser, voir quel oiseau, si c'est un moineau, un corbeau, un rapace, enfin une chouette, un aigle, un pigeon, et j'en passe, hein, un merle. Et il existe vraiment des méditations pour entrer en connexion avec les oiseaux, hein. Donc, c'est pas inintéressant. Si l'oiseau nous parle, de rentrer en contact avec lui et de rechercher des informations le concernant. Que du bonheur. En gros, moi, quand je pense à l'oiseau, je pense à la liberté. Oui, Totalement. il est libre forcément, vu qu'il peut aller aussi bien dans le ciel que sur la terre. Nous, sur terre, on a nos pieds, on peut y aller. Par contre, l'oiseau, lui, il peut aller dans l'eau, il peut plonger, prendre un canard, un cygne, il peut nager, il peut aller dans les airs, il peut voler. Il a besoin de rien pour aller partout. C'est vrai. Alors maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus fastidieux peut-être. On va aller voir du côté des lettres hébraïques. Alors l'étoile, c'est la 17e lettre de l'alphabet hébraïque. La 17e lettre de l'alphabet hébraïque, c'est le Pé, ou alors le Phé, donc P-E-H ou F-E-H. Hein. Pour les Grecs, c'est la lettre pi, et pour nous, c'est le P. Hein. Et sa valeur numérique correspond à 80. Alors le P, en fait, c'est un verbe, ou ça peut être aussi la bouche pour nos amis hébraïques. Je pense que tu n'avais pas peut-être conscience que cette lettre représentait la bouche, mais en fait tu peux remarquer dans la forme que je t'ai mis là en plus grand, hein, tu peux remarquer le caractère originel qui est représenté dans cette bouche, tu vois, qui est fermée mais sans l'être complètement, alors que là il représente en fin de compte une bouche ouverte, tu vois, une bouche où il peut y avoir des sons qui sortent, mais aussi du silence, tu vois, elle peut être les deux à la fois. Et son graphisme, tu peux dire, c'est, bon, de façon imagée, mais comme une sorte de spirale, tu vois, qui fait passer la parole de l'intérieur vers l'extérieur, tu vois. Ah ouais, exactement. Alors moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est que tu parles du chiffre 80. Il y a encore le 8 qui revient. En plus, je suis dans 80, donc voilà. Donc pas étonnant. On saura tout. Eh oui, vous savez tout, les amis. Donc pas étonnant aussi qu'elle me happe autant, hein, puisque forcément il y a des corrélations avec notre propre être. Donc c'est très beau. Et la bouche, hein, donc ce fameux P, vient justement après l'œil intérieur, tu vois. Donc le P, la bouche, hein, exprime ce que voit l'œil intérieur. Donc c'est vraiment fort et puissant, hein, cette lettre, hein, parce que avec ta bouche, tu vas émettre des sons, mais des choses qui sont de l'ordre de ta pensée ou ton intuition, tu vois. Il y a vraiment, avec cette bouche, tu offres quelque chose de ton intériorité pour le partager à l'extérieur avec les autres, tu vois. Et comme je te disais, donc sa valeur numérique, c'est le 80. La planète associée, c'est Vénus. Le symbolisme, bon là on vient d'en parler, c'est la bouche. Par contre, la couleur, c'est le jaune orangé. Hein. Ça change un petit peu de Marseille. Et on peut dire que la signification, c'est la parole, c'est le verbe créateur, c'est la création avec tes mots, tu vois. Et là, tu me parlais du 80. Donc le 80, c'est quoi? C'est 8 fois 10. 80,
c'est la perfection matérielle du 8. Le 8, on l'a déjà vu plusieurs fois, dualité, duplication, mais aussi l'équilibre, la justice, la perfection. Et le 10, c'est quoi? C'est l'accomplissement. Donc, tu vois, dans ce 80, il apporte les énergies de la sagesse intérieure, une fois de plus, et la manifestation de l'abondance, la prospérité, la fiabilité, la stabilité. Tu vois, il est vraiment très puissant et important, ce chiffre. Et le P nous pousse à nous demander quelle est la force de nos paroles. Par contre, en conclusion, on peut dire que le P, c'est l'idéalisme pratique, c'est l'espérance, c'est la beauté, mais aussi en même temps, c'est l'imagination et la libération. Je pense que c'est vraiment aussi important parce que tu imagines dans ton intériorité certaines choses que tu vas libérer, tu vas l'offrir au monde en l'extériorisant pour les autres. Et là, Alina, si tu peux nous faire un petit retour concernant l'astrologie, tu peux nous parler du Verseau. Alors le Verseau, on sait, c'est un signe d'air. Il a un petit côté rebelle, indépendant, mais je pense que tu pourras nous le développer un peu plus. Et si tu peux aussi nous parler de l'influence Soleil-Vénus et de Mercure. Alors pourquoi Mercure? C'est en lien avec Papus et le reste c'est avec toujours en lien avec cette lame de l'étoile. Je ne sais pas si tu peux nous faire un petit retour concernant cette partie astrologique, Alina? Ah oui, mais écoute, avec grand plaisir. Alors, plus déjà, quand on pense à Verseau, au Verseau, on voit déjà dans la lame que ça verse de l'eau. Donc déjà, il y a tout le symbolisme là, visuel. Donc, je vais vous expliquer. Et pourtant, le Verseau est un signe d'air et pas un signe d'eau. C'est fou. Il est paradoxal, notre ami le Verseau. Mais peut-être que au niveau du symbolique, on va voir ça dans quelques secondes, mais peut-être que dans la symbolique, l'air est orienté au niveau de la communication, et donc peut-être que le secret qui est versé là de ces cruches est lié à la communication. Peut-être, va savoir, mais la communication aurait un lien avec notre ami Papus, vu que lui, il attribue Mercure. Et Mercure, qui c'est Mercure, ce dieu emblématique? Et ce qu'il fait, Mercure, il est messager, donc il communique, non? Oui, tout à fait. Donc, c'est pas inintéressant que Papus nous parle de Mercure. Mercurochrome. Allez, la blague de la soirée. Encore une. Donc c'est parti, je vous fais mon petit topo astrologique. Alina, astrologie. Alors déjà pour commencer, c'est vrai que je fais de l'astrologie depuis pas mal d'années, mais je m'intéresse pas à toutes les planètes de la même manière. Je m'intéresse surtout aux planètes qui sont associées à mon thème, qui sont les plus récurrents dans mon thème. Et c'est vrai qu'en travaillant sur cette partie astrologique de cette émission, comme il fallait parler de Mercure, chose que je connaissais peu en fait, pour être sincèrement honnête, c'est grâce à cette émission, la préparation de cette émission, grâce donc à Mimi, que j'ai pu vraiment découvrir les clés de Mercure, dans un thème, donc qui est lié à la communication. Mais avant que je vous parle de Mercure, Mimi demandait effectivement à ce que je développe, au niveau de cette émission, au Verseau, en fait, au symbolisme du Verseau. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a au niveau du Verseau? On sait que déjà le Verseau, c'est la 11e signe du zodiaque, que ce signe est gouverné par la planète Uranus. Que certains astrologues, à ce que j'ai pu comprendre au niveau de mes petites recherches, associent également le Verseau à Saturne. Oh, à Saturne. Donc c'est peut-être aussi pour ça que
il y a quelques temps en arrière, je me souviens, avec Mimi, Mimi a été persuadée qu'elle était saturnienne, mais aussi, alors qu'elle est mercurienne de base, Mimi. Et parce qu'en fait, Mimi, de par son signe astrologique, elle a une forte aussi influence avec Saturne. Moi qui connais super bien Saturne, forcément parce que je kiffe Saturne, je suis une saturnienne de base, ce qui fait que je ressens vraiment bien l'énergie. Et c'est vrai que les Verseaux, quand on recherche au niveau du symbolisme, de l'archétype, de tout ça, la personnalité, eh bien Mimi a vraiment de la personnalité du Saturne parce qu'elle a du Verseau dans son thème. En fait, elle est née en Verseau. Donc Mimi, c'est logique que le Saturne t'appelle également et dans ta manière d'être aussi. Mais le Verseau, c'est pas que ça, bien sûr, je vais quand même développer. Donc le Verseau, c'est l'humanisme, l'idéalisme, l'intellect, la curiosité. Les Verseaux ont un esprit visionnaire et vraiment progressiste. C'est ça qui est beau également. Ils sont sociables. Ils sont généralement, ils apprécient donc les gens. Donc ils aiment s'entourer aussi de gens. Ils sont très originaux dans leur manière de s'exprimer également. Donc ça, c'est assez intéressant de le voir parce que forcément, vu qu'ils ont un esprit d'indépendance et d'originalité, eh bien forcément, dans leur manière de s'exprimer, personnellement, si en plus leur Mercure est vraiment en conjonction avec le Verseau ou même dans la même maison. Alors là, je suis moins à l'aise avec les maisons, mais s'ils sont dans une maison de communication, qui sont en lien ensemble tous les deux, bah là, ça fait un Verseau magnifique autour de la communication et en conjonction avec Mercure. Donc vous imaginez la magnificence du thème. Là, au niveau communication, vous êtes au summum du summum. Et donc, je trouve qu'au niveau de l'étoile, ça amène une corrélation encore plus belle quand on associe le Verseau à l'étoile. Quand on sait tout ça, donc idéalisme, humanisme. Donc déjà l'étoile, vous voyez, l'étoile, ça transcende humanisme, idéalisme, originalité, créativité, et tout ça, ça a un lien avec forcément Mercure, mais Vénus et le Soleil aussi. Vous voyez, il y a une beauté qui s'entoure avec tout ça. Ensuite, on va parler maintenant de Mercure. Mercure transmet des informations, il facilite les échanges. Et forcément, comme expliqué Mimi tout à l'heure, Mercure était donc le messager des dieux, donc forcément, vous voyez, la corrélation, quand vous cherchez au niveau des mythologies, ça coule de source. Il est aussi associé au commerce et aux affaires, bien évidemment. C'est une planète qui est très adaptable en astrologie. On l'associe souvent à la mobilité, à la flexibilité, à l'adaptation. C'est aussi un signe qui est associé aux Gémeaux et à la Vierge. Pour information, je ne sais pas si vous le saviez. Et comme Mercure est associé à l'intellect également, il peut aussi faire orienter vers des échanges d'idées en raison de sa proximité. Comme Mercure est vraiment proche du Soleil au niveau de son orbite, c'est assez intéressant de voir qu'il y a une corrélation aussi avec le Soleil, comme Mimi LM. Vous voyez, il y a aussi un message autour de l'intelligence et de l'apprentissage qui pourrait être associé à Mercure. Envie de développer sa curiosité, ses capacités d'apprentissage, vouloir découvrir de nouvelles informations, apprendre à analyser de nouvelles choses, de nouvelles quêtes, vous voyez, qui entourent votre vie et qui entourent votre petit monde. C'est un petit peu tout ça, Mercure, à la fois. Donc, on sait que l'étoile a une relation forte avec les inspirations divines et les messages divins, associés donc au divin, à l'harmonie, à l'équilibre également. Donc, ça donne en corrélation avec Mercure. Très bonne chose positive. Donc maintenant, on va passer donc au placement Soleil-Vénus en corrélation avec la lame de l'étoile. On le sait, la lame de l'étoile symbolise bien sûr l'optimisme, l'inspiration, l'espoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment une connexion forte avec le divin, donc on en parlera beaucoup plus en 4e partie avec le message fort de la lame, parce que là je vous en parle un petit peu là maintenant parce qu'il y a un lien avec les placements des planètes. Mais c'est vrai que si on relie le Soleil et Vénus, c'est juste magnifique parce que le Soleil est un symbole de vitalité, de clarté, de conscience éclairée, comme la confiance aussi en soi. Et donc, si on associe l'étoile au Soleil, on voit bien qu'il y a une réalisation de soi qui est énorme, une réussite magnifique qui amène à cette lame à se manifester.
Donc c'est en gros, quand on associe le soleil à l'étoile, ça signifie aussi qu'il y a une lumière, une vérité, une mise en abîme, une mise en avant d'une réussite personnelle et divine qui se met en place. Et ça, je trouve ça magnifique. Si on rajoute en plus Vénus à ça, eh bien on rajoute donc l'amour. Bien sûr, l'archétype de l'amour, de la beauté, des valeurs profondes, donc des valeurs de la noblesse du cœur, de l'esthétisme également, des relations, puisqu'il y a Mercure entre tout ça qui se goupille. Donc ça fait une lame puissamment intense en symbolisme entre le Soleil, Vénus, le Verseau et Mercure. Donc vous vous rendez compte, tout ça associé, ça fait ça fait une lame de dingue, quoi. Si on n'écoute pas plus et la signification de ce qu'il souhaite nous mettre en avant, eh bien, on voit vraiment que cette lame, à mes yeux, en tout cas, de ce que j'en ressens, c'est la lame la plus puissante du tarot, la plus belle, la plus lumineuse, la plus transcendante qui soit. Quand on arrive à la lame 17 dans sa vie, ou quand cette lame sort, il y a une explosion de beauté, de bonté, de luminosité, de bonheur, d'amour qui arrive. Vous voyez à quel point c'est beau, quoi. J'ai des frissons partout. C'est la réussite, la célébration, c'est tout ça en fait. Donc voilà pour ma petite partie dite astrologique avec mes petits tips à moi. Eh ben, merci Alina pour ce retour astrologique. Et tu sais très bien que le Verseau, Mercure me parle beaucoup, mais aussi le Soleil et Vénus. Donc je suis contente d'avoir appris toutes ces belles choses. Et puis tu sais qu'en plus, moi j'associe souvent la bonne étoile à la bonne fée. Et dans ma vision, elle a plus une connotation au Sagittaire. Donc ça m'a un petit peu surprise de ne pas voir le Sagittaire dans ce placement-là, en fait. Et non, il n'est pas là. Pourtant, Sagittaire, c'est le feu, quoi. Ça y va, quoi. Eh oui, c'est le feu. C'est peut-être justement le problème, c'est le feu. Trop de feu. Voilà. Le feu. C'est clair. Et puis l'eau éteint le feu. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Ouais, mais en fait, parce que je pensais trop dans ma vision au départ du symbolisme même de l'étoile et de la bonne fée. Peut-être. En tout cas, merci Mimi pour cette merveilleuse 3e partie. On va passer en pause musicale et on se dit à dans quelques minutes. À tout de suite. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Eh bien, après cette merveilleuse petite pause musicale, eh bien, on se retrouve pour la 4e partie de cette merveilleuse émission autour de l'étoile. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle, cette lame. Tu as vu, j'ai pas été trop excitée, quoique un petit peu au début quand même. Un petit peu, avec ton oiseau, oui. Ouais. Petit oiseau. Je t'aime, petit oiseau. Tu me reparles de ça. Ça y est, moi, je suis fichue, là. Ça y est, il est là, il m'appelle. Bref, donc là, ça va être le message de la lame. Pépin. Hein Encore Pépin. Eh ben oui, encore Pépin. Toujours Pépin. Toujours Pépin. Les petits pépins. Et quand on pense à l'oiseau, on a envie de chanter. Je sais pas toi, mais moi j'ai envie de chanter. Alors donc là, c'est le message de la lame. Donc le message de la lame. Oui. Moi, je vais te dire un truc. Je l'attends depuis le début de l'émission, le message de la lame. Ah bah ça, j'ai bien remarqué. Et donc, qu'est-ce que tu as à nous dire sur cette merveilleuse lame ? Alors, je vais encore te faire patienter pour son message, parce que je vais te dire d'autres choses. Avec l'étoile, je sais pas si tu t'es rendu compte, on a 3 lames qui sont directement liées au niveau cosmique et avec l'astrologie. Ouais. Est-ce que tu vois de quoi je parle ? Avec l'astrologie. Cosmique et astrologie. Ah là, là, tout de suite, là, ça me dit rien. Alors, on a l'étoile, d'accord ? Côté cosmique, c'est dans le ciel. Oui. L'étoile, on en parle aussi en astrologie. On a la lame 18, la lune.
Ah mais oui, dans exact. le ciel et dans l'astrologie. Ah mais oui. Et on a donc la lune qu'on a déjà faite, hein. Mhm. Et on a qui encore? L'impératrice. Non, toujours le ciel et l'astrologie Attends, je réfléchis. qu'on a déjà fait aussi. C'est une lame? Oui. Et je les connais pas par cœur. Attends. 17, 18, 19. Ça suit en plus. Oh bah, mais tu me demandes la 19, mais moi je sais pas qui est la 19. Le soleil. Mais oui! Et je suis une bille, les amis, hein. Je suis une bille. Non, mais en fait, j'ai tellement une vision particulière de l'astrologie aussi, c'est que je n'arrive pas à comprendre les questions de Mimi, là. Franchement, je suis à l'ouest. Je te perturbe. Mais non, c'est pas ça, c'est que regarde le petit oiseau comme il est mignon. Il a envie de sortir de la carte, là. Il a envie d'ouvrir sa cage. Ouais. Il n'y a pas de cage, hein. Il est libre. C'est la carte, la cage. C'est la carte. Alors revenons à notre étoile. Elle nous montre le chemin de la connaissance en astrologie. Notre amie l'étoile. C'est une de ces c'est ce qu'elle peut nous délivrer également comme message. Je pense que tu t'en étais pas rendu compte, hein. Ah mais pas du tout. Eh ben si elle sort dans un tirage, eh ben c'est peut-être le moment de s'intéresser à l'astrologie. C'est peut-être un message qu'elle nous dit. Mais c'est une blague. Non. C'est une blague. Non. Non, mais tu rigoles. Non. Mais t'as vu ça quand? T'as vu ça où? Mais tu le sais depuis quand? Depuis un petit moment déjà, mais moi, j'attendais qu'on fasse l'étoile pour te le Mais dire. punaise! Non, je vous dis les amis, en plus, j'ai le plan de Mimi devant moi, mais je ne le lis pas exprès pour être naturel et pas faire genre je sais tout, je connais tout, je vois tout. Mais sincèrement, je ne le savais pas. Et ben maintenant tu le découvres. Je suis choquée. Oh, avec moi tu devrais plus à force. Si, parce qu'à chaque fois j'apprends des trucs de dingue avec Mimi. Je vous le dis, hein, je n'arrête pas d'apprendre des trucs de dingue avec Mimi. De toute façon, je ne suis pas la seule puisque vous écoutez là l'émission, donc forcément. Hein. Alors on va peut-être continuer sur un autre terrain. L'étoile nous montre aussi l'humilité, contrairement aux deux lames précédentes. Alors, est-ce que tu te souviens des deux lames précédentes? La 16, oui. Bah oui, et puis la 15, c'est le diable. Mais et peut-être que c'est ça le secret, Mimi, c'est de s'intéresser à l'astrologie. Mais là, je te parlais d'humilité, pas d'astrologie. Hein. Ouais, moi, je suis encore restée bloquée sur ton message d'avant. Là. Oui, tu bloques sur certains points. J'ai constaté dans cette lame. Carrément. Elle me Et transcende. pourquoi je te parle d'humilité, Alina? Parce que regarde voir la position de la femme sur la lame. Elle est comme agenouillée, comme une sorte de génuflexion, tu vois. Et cette position, elle nous montre l'humilité. Tu vois, elle est pas droite, imposante, fière. Tu vois, elle a même la tête un peu penchée. Elle a perdu de sa grandeur, tu vois. Si elle était entièrement debout, elle toucherait presque le haut de la carte. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Elle est super humble. Ouais. Oh, là, c'est encore plus beau là ce que tu me dis. Je suis encore plus en train de. Puis elle a son petit animal à côté, le petit oiseau qui lui parle, je suis sûre. On peut également parler de lâcher prise ou d'abandon par ce geste, tu vois, dans le sens où elle déverse l'eau dans la rivière ou dans le ruisseau. Tu vois, elle abandonne quelque chose, elle lâche prise, elle remet à la nature, à l'eau, tu vois. Elle offre ses connaissances au monde, en fait, non? Et tu te souviens au début, je t'avais parlé de la lame 14, la tempérance. Donc là, dans le plan, je t'ai mis les deux lames en vis-à-vis pour que tu vois bien ce qui se passe, tu vois, avec les vases. Donc la tempérance avec son vase rouge et son vase bleu, et l'étoile avec ces deux vases rouges. Tu peux dire que il y a un lien avec l'action et l'énergie vitale avec ce rouge. Et les cruches sont également en lien avec l'immortalité de l'âme, on peut dire. Hein. Et le fait de... Comment que je vais t'expliquer ça, ma pensée?
ce changement de cruche d'un personnage à l'autre, on peut y voir un lien avec l'alchimie. Tu vois, le liquide des deux cruches s'est transformé entre la lame de la tempérance et la lame de l'étoile. Tu vois, il est passé du blanc au bleu. Donc tu peux voir une transformation alchimique aussi. Oui, totalement, oui. Alors, en plus, ce qui est dingue, c'est qu'on a l'impression que c'est la même personne, en fait. Oui, avec ses cheveux bleus, son visage ressemblant dans les deux cas. Mais tu vois, elle s'est dépouillée de tous ses artifices. C'est-à-dire, elle a enlevé ses ailes, elle a enlevé sa fleur dans les cheveux, elle a enlevé ses habits, elle s'est mise à nu, elle s'est mise en génuflexion, elle s'est rendue humble pour cette transformation. Poussière d'étoile. Après, on peut dire aussi que l'étoile nous aide à délier l'ego, cet ego fort et puissant qui nous empêche, qui nous bride ou au contraire nous pousse quand on devrait pas, selon les cas. Elle nous parle, on peut dire également d'alliance, d'union, de réunification, d'unir tout ce qui a été séparé en fin de compte. Et l'on voit également un lien avec la terre, avec l'enracinement. Elle transmet rien, elle donne, elle déverse ses connaissances. Tu vois, tu parlais de connaissances avant. Mais quelles sont ces connaissances ? Ce sera à nous de les découvrir avec les autres cartes autour. Et l'étoile, elle garde rien pour elle. Ça, c'est vraiment important. Elle est une sorte d'intermédiaire, comme l'oiseau, entre le haut et le bas. Autrement dit, entre le céleste et le terrestre. Et comme on est sur le chemin de l'initiation, à stade, on peut dire que l'initié a la capacité de discerner. Il a avancé, et il peut commencer à entrevoir, à discerner ce que va être son futur. C'est aussi et celui des autres aussi, parce qu'il a réussi à dompter l'ego. Donc c'est le chemin que l'on va prendre. On va essayer de prendre en tout cas ce chemin initiatique. Et pour l'étoile, il est important de ne pas trop attendre des autres et apprendre à se protéger. Alors on va continuer par rapport à la végétation qu'il y a autour, à moins que tu voulais encore dire quelque chose par rapport à ce personnage central. Après, j'ai aussi la sensation qu'on est, nous, fait de poussière d'étoile et qu'elle pourrait aussi représenter cela en nous montrant que nous sommes aussi l'étoile, tu vois, en tant qu'être incarné sur Terre. Oui. Ça, de toute façon, vu que l'âme, si tu reprends la symbolique de l'oiseau que je te disais avant, l'âme est amenée du céleste sur le terrestre pour s'incarner par les oiseaux selon beaucoup de mythologies. Donc forcément, c'est en lien avec ce que tu viens de dire là. Oui, donc Alina, tu sors. Non, mais ne sors pas, c'est très bien. T'as bien compris ce que je voulais dire en fin de compte. Alors on va parler maintenant de la végétation, à moins que tu veux encore rajouter quelque chose. Non. Je vois juste qu'il y a une petite évolution entre les deux lames, la tempérance et l'étoile. La tempérance, la petite végétation, elle est toute petite. Et on a l'impression qu'il y a l'évolution même de la végétation de la tempérance à l'étoile. Oui, tu vois bien qu'elle est plus grande, la végétation. On peut dire celle du fond, les deux du fond, on peut dire presque que c'est des petits arbres, des arbrisseaux qu'on voit, tu vois, même là où l'oiseau est dessus, même si, on va parler de ton oiseau, même si c'est pas trop à l'échelle, mais ça c'est pas grave, et quelque part, ça veut dire que ça symbolise la vie cosmique, l'évolution cyclique de la vie, notamment ce que je te disais au tout début avec la symbolique de la couleur verte, tu t'en souviens ? Oui, tout à fait.
Et l'arbre, l'arbre, on voit bien. Tu prends n'importe quel arbre, bon, un arbre à feuilles caduques, évidemment, hein, c'est-à-dire qu'il perd ses feuilles en hiver, mais tu vois bien l'évolution de l'arbre. L'hiver, il n'y a pas de feuilles. Le printemps, quand les beaux jours arrivent, ça commence à bourgeonner, t'as des petites feuilles qui apparaissent, des petites fleurs qui apparaissent, tu vois que la vie commence à renaître. Après, c'est l'été, t'as des belles feuilles, t'as des fruits selon les arbres, c'est la pleine, le plein épanouissement, c'est l'apogée. Et quand tu arrives vers l'automne, l'arbre commence à avoir ses feuilles qui deviennent rouges, qui rougissent, qui perdent cette couleur verte, et elles tombent. Et en fin de compte, tu peux dire que tout ça, c'est une allégorie de notre propre vie, de nos relations aussi, parce qu'elles ont tous cette évolution, tu vois. Et on le voit bien aussi avec l'étoile, cette évolution. Je sais pas si tu l'aperçois aussi. Ah, totalement. Ah, si. Ça transcende. Alors j'ai fait un truc que je fais pas habituellement. J'ai lu la suite du plan de Mimi, je suis choquée. Ah bon? Bah oui. Pourquoi? Parce que je parle de la bonne fée? Bah oui, je suis choquée, franchement. Bah oui, il fallait que je me taise, fallait que je dise rien, je voulais pas te spoiler. Je vous dis les amis, franchement, elle me fait des trucs et Mimi là, je suis scotchée là. Bref. Quand l'étoile apparaît dans un tirage, on peut également dire qu'elle représente notre bonne fée. C'est celle qu'on a à notre naissance, tu vois. On peut compter sur elle toute notre vie. Elle peut être notre guide spirituel de chaque instant. Alors après, la bonne fée, ça c'est le petit clin d'œil au côté conte de fées. Guide spirituel, on va dire, c'est le côté les spiritualités. Mais si tu peux parler de l'ange aussi, l'ange gardien, tu sais, Yabi, elle nous parle souvent des anges. On peut le dénommer en fin de compte, cette étoile, selon nos croyances, tu vois. Oui, puis en plus, c'est exactement la même corrélation que j'ai faite dans l'émission de Cendrillon au mois d'avril. Donc, non, c'est dingue. Donc, effectivement, et puis, donc, il y a la pierre de fée, quoi. Oui, mais là, on n'y est pas encore. Ah. Je vais parler aux mots-clés par rapport à cette étoile. Donc, quand l'étoile apparaît, c'est dans un tirage, hein. C'est signe de succès, de chance, de générosité. Une femme, si elle veut avoir un bébé, on va peut-être lui dire que c'est le moment ou qu'elle l'est déjà et qu'elle le sait pas. Ça peut être aussi l'amante idéal. Après, il y a un côté, on va dire, un peu plus nostalgique, tu vois, c'est un peu si c'est pas trop bon toujours d'être dans le passé, mais des fois ça peut aider le côté nostalgie, hein. Mais par contre, ce qui est important, c'est aussi la purification du monde. C'est le côté chaman aussi, tu vois. T'as vraiment beaucoup de choses qui sont reliées à l'étoile. Je sais pas si tu perçois tout ça. J'ai perdu Alina. Hein, quoi? Hein? Alina, tu es sur une autre planète, là. Je suis désolée, Mimi, je suis vraiment désolée. En fait, je suis perturbée, j'arrête pas de regarder le petit oiseau. Mais enlève la carte de mais non, devant mais toi. je peux pas, elle me happe. Je te le dis, elle me happe. Je vois le petit oiseau depuis tout à l'heure. Mais peut-être que ce petit oiseau est une illusion. Ça peut aussi être le message de l'étoile. Mais il peut être aussi en lien avec la protection, ça tu sais pas. La libération. Je te donne d'autres mots-clés, comme tu réagis pas, tu restes avec ton oiseau, là. Ça peut être aussi la purification, l'harmonie, la jolie sorcière, ça va peut-être te parler, ça. Yabiyoum. Non, moi je pense à une étoile, je pense aussi à Yabiyoum. Oui. Mais par contre, maintenant, avant de continuer, là, il y a quelque chose qu'on va faire. Ah. Et t'auras pas le choix, on va faire une pause. Ah bon? Oui. Parce que quand l'étoile sort dans un tirage,
ça non plus, je te l'ai jamais dit, Oui. c'est le moment idéal pour faire un vœu. Et comme ce soir, on parle de l'étoile, donc on va dire qu'on a tiré cette carte et on va tous faire un vœu. Tu vas faire un vœu, les enchanteurs vont faire un vœu, je vais faire un vœu. Et pour faire un vœu, il faut faire un peu de vide en soi. Et comme je te l'ai dit, on va faire une pause, tu as bien entendu. Donc on va faire un petit peu de silence. On va réfléchir chacun de notre côté, quel vœu on a envie de faire. Eh bien, ok, ma petite Mimi. Quel vœu va-t-on faire? Donc, on se tait, on ne dit rien pendant quelques secondes. Voilà. Et après, une fois qu'on a fait notre vœu, on va continuer. Je pense que tu as fait ton vœu, Alina? Oui, ma petite Mimi. Toi aussi? Voilà. Oui, j'ai fait mon vœu et je pense que les enchanteurs aussi. Donc celle-là, tu t'y attendais pas non plus à cette petite pause, hein? Non, mais je vous dis, les amis, cette émission, elle est hallucinante. Et ça, c'est quelque chose que je t'ai jamais demandé jusque-là, de faire une pause, hein? Mais jamais, jamais. Et puis alors, en plus, elle me propose là des pierres depuis tout à l'heure. J'attends, là, je veux les pierres. Eh ben, écoute, Alina, on va s'arrêter là pour le message de la lame. Et maintenant, on va essayer de s'approprier un petit peu plus cette lame, notamment avec la lithothérapie et cette pierre que tu as envie de faire découvrir aux enchanteurs. Elle s'appelle comment? La pierre des fées. Voilà. Alors, c'est une pierre un petit peu particulière, hein. Je sais pas comment tu la trouves, avec ces teintes de brun et de blanc-gris, là. Bah, moi, tout de suite, là, quand je l'ai vu, j'ai vu un petit papillon dessus. Oui. Après l'oiseau, le papillon. Attends, transformation de papillon. Oui. Et puis, en plus, c'est l'emblème d'Antasia, hein, donc forcément. Et puis, tu sais, il y a un lien entre l'oiseau et le papillon en symbolisme, hein, avec le voyage de l'âme, hein. Oui, c'est vrai. Alors, cette pierre, elle est vraiment chargée d'énergie tellurique encore plus que les autres et d'énergie de la nature, hein. Alors, elle soigne les douleurs articulaires, musculaires, rien qu'en posant la pierre là où tu as mal. Portée autour du cou, elle procure la chance, l'abondance, la protection. On peut voir le lien avec notre ami l'étoile, hein. Et en méditation, là, une fois de plus, on revoit le lien avec l'étoile, car elle stimule la créativité, la fécondité, si tu la poses au niveau de ton chakra sacré. Et sous l'oreiller, elle te permet de doux rêves et certains seront peut-être même prémonitoires. Alors personnellement, je n'ai pas de pierre de fée. J'ai pas pu la tester et je te pose pas la question. Je sais que toi tu n'as pas cette pierre, hein. Ah, mystère boule de chewing-gum. Et non, je l'ai pas. Oui, je sais. Non. Je sais que t'as pas beaucoup de pierres et comme elle est pas courante cette pierre, je me suis douté que tu ne l'as pas. Pourtant, je suis à fond Faeri, mais là, je la connaissais pas cette pierre. Ah bah. Prochaine fois que tu iras dans une boutique, tu pourras leur demander une pierre de fée. Mais je trouve que le côté le plus magique, c'est si tu trouves une pierre des fées dans la nature. Tu vois? Ah oui, mais ça, trouver une pierre déjà qui est en lien avec la lithothérapie, c'est pas forcément évident selon où c'est d'où elle vient, tu vois? Ou alors qui est sur cette pierre que tu trouves la forme du petit papillon dessus, par exemple. Ah ouais, mais là
C'est un peu plus compliqué. Par contre, nos amis canadiens auront peut-être un peu plus de chances de la trouver parce que apparemment il y en aurait au Canada. Donc les fées sommeillent au Canada. Voilà, vous avez la réponse. En tout cas, elle est très très belle. J'aime beaucoup. Alors maintenant, on va parler d'une autre pierre que j'aime particulièrement et que j'ai. Ça a été la première pierre que j'ai eue, on me l'a offerte, et ça a été la première pierre que je me suis achetée toute seule, qui est le lapis lazuli. Je sais pas si tu la connais. Alors je connais de nom, mais je l'avais jamais vue vraiment de cette manière-là. Donc elle est très très belle. Bleu, alors elle est très belle. Toi qui aimes le bleu, et puis la couleur. Elle en fait vraiment pas. Elle a vraiment ce bleu avec des teintes un peu de minerai, tu vois, à l'intérieur, parce que il y a un alliage dans cette pierre. Hein. Ah, et ce qui fait que chaque pierre est vraiment unique, avec ses incrustations de pyrite à l'intérieur, tu vois. Et on dirait du doré, non? Oui. Ah, je me suis dit, ça y est, j'hallucine. Il est plus ou moins intense. La pyrite, autrefois, on disait que c'était l'or des fous, hein, parce que beaucoup ont cru que c'était de l'or et c'était une pyrite, tu vois. D'où l'appellation or des fous. Et en fin de compte, lapis, si tu le poses sur le troisième œil, elle amplifie ton côté clairvoyance et ressenti. C'est une pierre indispensable si tu entames un chemin d'évolution spirituelle. Elle nous protège aussi en nous transformant le négatif en positif. Elle est vraiment d'une très grande importance, on va dire. Hein. Autour du cou, elle calme le mental, elle infuse la paix, la compassion, elle permet aussi un sommeil profond et réparateur. Moi, je l'ai testé sur moi. Certains maux de tête, j'arrive même à les faire partir avec le lapis lazuli. C'est vraiment une pierre dont je me suis attachée, hein, et on s'est apprivoisé en fin de compte, elle et moi. Déjà, quand je l'ai vue, ça a été un coup de cœur. Je l'ai vraiment acheté par coup de cœur. Et à l'époque, j'étais très jeune, hein, je m'intéressais pas encore à la lithothérapie, hein, je connaissais pas grand-chose. On a appris à cheminer ensemble, cette pierre et moi. Et plus tard, quand je me suis intéressée à la litho, j'ai découvert que c'était une pierre de lapis lazuli. Et là, on a vraiment... j'ai vraiment enrichi encore plus mes connaissances et mon lien avec cette pierre, tu vois, à vraiment être en phase avec elle, quoi. Donc, tu vois, on a appris à cohabiter ensemble. Ce serait intéressant d'avoir un petit peu, pourquoi pas faire une émission autour de ça, tu vois, le ressenti qu'on a avec les pierres, les expériences, les anecdotes, les choses comme ça pourrait être intéressant, je pense. Pourquoi pas? Mais bon, à ce moment-là, pour que l'émission soit riche, il faudrait plusieurs personnes qui expliquent son ressenti avec la pierre. Tout à fait, hein. Oui, c'est sûr. Oui. Une grande émission avec plusieurs animateurs. Alors maintenant, on va passer aux plantes et aux huiles. Si tu as pas autre chose à ajouter concernant le lapis lazuli? Ah non, oui, c'est parfait. On peut continuer. Oui. Alors, avant de commencer de parler des plantes, je voulais aussi parler d'Isilione, hein, de notre amie Isilione, concernant les huiles et les plantes. Moi, je vais vous en parler très brièvement. Et pour avoir plus d'informations, je vous invite à écouter Isilione demain matin dans le réveil des enchanteurs. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble du fenouil. Alors, Isilione, pourquoi t'es pas là? Enfin, je dis ça parce qu'il m'aide pour les prononciations latines. Je sais pas si toi, tu peux m'aider, Alina? Alors attends, c'est où? Poeniculum, qu'est-ce que tu dirais pour le premier mot? J'étais déjà moi sur l'autre en fait, d'accord.
Alors, Phoeniculum vulgare. Mais c'était le premier mot. Phoé, tu dirais Phoé, F-O-E? Ouais, Phoeniculum. Ouais. C'est beau. Ok. Ah, c'est alors super ça, beau. oui? Non, je disais que c'était super beau. Phoeniculum. Vulgare. Ça sonne, comment on appelle ça? Non, n'importe quoi. Je suis pas dans ta tête, je ne sais pas ce que tu veux nous dire. Je suis pas bien. Ça sonne machin magique, formule magique. Ok. Formule magique. Alors, en fin de compte, c'est notre ami le fenouil. C'est peut-être moins magique quand je dis fenouil, hein. Par contre, c'est une plante que j'apprécie beaucoup et que je bois régulièrement en tisane. J'aime bien son goût. Et en plus d'avoir un goût agréable, au niveau physique, elle soigne des gaz digestifs, des ballonnements, des maux de ventre, aussi dus aux règles douloureuses, et elle atténue également les symptômes de la ménopause. Ça, c'est quand on prend un peu d'âge, hein. Et en inhalation, paraît-il qu'elle ferait monter le lait et augmenter la production de spermatozoïdes. Au niveau spirituel, en méditation, elle permet de calmer le mental en montrant des solutions positives et justes. Au niveau mental ou émotionnel, si tu masses le fenouil, au niveau de ton plexus solaire, elle va t'aider à apaiser le stress. Et pour les personnes hyper émotives, elle aide à se recentrer. Donc c'est pas inintéressant tout ça, avec cette plante. Et je sais pas si tu sais, bon, je te l'ai dit, moi c'est une plante que j'apprécie particulièrement. Mais je sais pas si tu sais, cette plante, alors je sais que ça se fait par chez moi, mais je sais pas si ça se fait chez toi et dans le reste de la France. C'est une plante qu'on donne souvent aux enfants dans les biberons dès le plus jeune âge. Ah bon? Ouais. Ah ouais, non, je connaissais pas. Et justement, ça aide les enfants quand ils ont mal au ventre, des coliques, tu vois, des trucs comme ça qu'ils n'arrivent pas forcément à exprimer. Donc, on leur donne dans le biberon des infusions de fenouil. Alors maintenant, on va passer à la plante suivante, le vétiver. Alors, je vais nouveau t'embaucher pour le mot latin. Vetiveria. Alors, Vetiveria zizanoide. Voilà, merci. Alors, en massage, le vétiver au niveau physique soulage des douleurs musculaires, articulaires, ainsi que des problèmes de peau. En inhalation, il stimule le système solaire. Au niveau spirituel, en massage de la voûte plantaire, il permet l'enracinement, relie les chakras entre eux, tout en permettant de ressentir où se trouvent les blocages. Donc ça, c'est pas inintéressant, parce que généralement, on ne sait pas toujours d'où vient le blocage. Et au niveau émotionnel et mental, en massage, alors toujours au niveau du plexus solaire, ça diminue l'anxiété et fait place à la joie. Donc ça, c'est pas mal, tu vois. Si tu transformes l'anxiété en joie, moi, je suis preneuse, Et moi, je vais m'arrêter là pour les plantes et je vous invite vraiment à écouter Isilione demain matin pour avoir des compléments d'information. On va passer au chakra maintenant. Mais bien sûr. Donc le chakra associé, c'est le chakra majeur coronal. Alors le chakra majeur coronal est en lien avec la note Si. Donc écouter cette note-ci va te permettre de réharmoniser ton chakra. Donc Alina, s'il te plaît, tu peux nous faire écouter la note-ci? Alors c'est parti. Merci Alina. Et au niveau du chakra mineur, ça correspond aux oreilles.
Donc c'est pas inintéressant parce que quand tu sais que le chakra mineur est en lien avec le chakra majeur de la gorge, eh ben ça prend tout son sens avec ce qu'on disait avant, avec la bouche, la parole, le son qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Tu vois, c'est vraiment quelque chose. Comme tu disais, tout est lié. Hein. Alors Alina, si tu veux nous faire écouter la note sol, s'il te plaît. Mais bien sûr, donc c'est parti. Merci Alina. Et moi j'en ai fini avec ce retour sur la lame 17. J'ai encore une petite recommandation à vous faire. C'est comme à chaque fois la même. Attention, je ne suis pas médecin. Si vous souffrez de l'un de ces maux, que ce soit un problème au système immunitaire, musculaire, articulaire, digestif, peu importe lequel de ceux que j'ai cités là, je vous invite fortement à aller voir votre médecin traitant. Lui seul saura vous donner le traitement juste et adapté à ce que vous avez. Moi, ce n'est pas mon cas. Je sais pas maintenant si tu voulais rajouter autre chose, Alina. Bah écoute, avant qu'on se laisse, déjà, je voulais te remercier pour cette magnifique émission, Mimi. Franchement, c'était magnifique. Dire aux enchanteurs que la lame numéro 18, donc la lune, avait déjà été enregistrée et déjà encodée sur notre chaîne YouTube Witches TV depuis un petit moment. Donc de ne pas hésiter à aller l'écouter après cette lame-là, une fois qu'elle sera diffusée sur YouTube. Et le mois prochain, on se retrouve pour quelle lame ? Alors, on se retrouve le mois prochain avec l'arcane 21. Qui est roulement de tambour. Waouh, c'est le monde, les amis, le monde. Waouh. Et on verra qu'avec le monde, tout est possible. Et oui, tout est possible, les amis, tout est possible. Et en plus, on fait cette émission, on la diffuse donc le 2e samedi du mois, et elle sera le 8 juin. Waouh. C'est magnifique. Ça sentira déjà les vacances qui vont approcher, mais on ne sera pas en vacances. Et non, pas encore. Non. Parce qu'il y a encore une autre lame qui va apparaître. Ouais, comme par magie. Elle apparaîtra le 6 juillet. Et oui, encore un beau chiffre, le 6. Le 6 et le 7. Et le 8, et puis... Bah oui. Ça fait 67. Ou 76 aussi. Oui. On papote, on papote. Juste, vous le savez pas, mais ça fait juste 10 fois qu'on recommence la fin de l'émission avec Mimi. Mais c'est pas grave, c'est accessoire. Alors, j'en profite, Mimi, pour te dire et vous dire à tous qu'il va y avoir donc le dernier dimanche, le premier dimanche du mois de juillet, une émission spéciale qui va clôturer la saison. Mais surtout, ça va être une émission dans laquelle on va mettre des bêtisiers. Oh non! Eh si! Il va y avoir des bêtisiers, les amis. Et attention, il y a du lourd cette saison, il y a du lourd. Vous y passez tous, même moi. Ah bon, toi aussi. Ah oui. Et ouais, parce que je me suis dit quand même, si je fais vivre ça aux enchanteurs, animateurs, il faut aussi que j'y passe. Donc voilà. C'est un petit peu, je sais pas si c'est rassurant, peut-être un peu. Vous allez beaucoup rire, je vous rassure. Mais pas entièrement. Non, parce qu'il y a de tout. Moi, je peux vous dire, il y a de tout. J'ai déjà commencé depuis quelques temps à faire plein de petits audios. Et non, il y a quand même pas mal de belles choses assez marrantes. Et là, on en a rajouté pour cette émission, hein, Mimi? Oui. Oui, tout dépend comment on voit les choses. Il y en a autant pour toi que pour moi, hein. Mais par contre, pour toi, c'est du lourd. Pour toi, c'est du lourd quand même, hein. Il faut le dire. Oui. Mais j'étais très perturbée. On dirait à ma décharge. Mais c'est moi qui te perturbe en fait. Dis-le. Bah oui, tu m'as perturbée avec différentes choses et j'ai essayé de rester le plus longtemps possible imperturbable. Mais c'est compliqué. Hein. Mais ça a été compliqué, on va dire. Je vous dis pas, mais en fait, je crois que c'est la 4e fois qu'on refait la fin, en fait. Je vous dis ça, c'est pour vous, les amis.
Est-ce que je vais laisser ça? Je sais pas. Je vais laisser la surprise. Bref. C'est toi la big chef, c'est toi qui décide. C'est moi qui décide. Oui. Donc toi. c'est une très très belle fin, hein? N'est-ce pas, le Mimi? Et on se retrouve donc le mois prochain. Vive l'étoile! Oui, oui, oui. Et n'oubliez pas, faites un vœu quand l'étoile apparaît dans votre tirage. Pensez à la bonne étoile, à la bonne fée. Aussi. Bonne nuit Alina, bonne nuit les enchanteurs, et puis à bientôt. Enchanteurs, enchanteresses, bienvenue à bord du Magicobus. Parti pour un voyage au cœur du tarot. Une expédition magique où les arcanes majeurs vous guideront à travers les chemins initiatiques pour explorer votre parcours intérieur. Installez-vous confortablement et faites bon voyage avec Mimi Mireille. Mystère et magie, réveille l'enchanteur qui est en toi.